soir au château de Versailles avec le président de la République, où on avait le sommet de Choose France. Vous avez dû en entendre parler à la télévision et dans les journaux, et on avait eu 7 grands groupes indiens qui étaient présents. Alors c'était surtout le président du groupe Tata, des industriels du secteur aéronautique, 3 labos pharmaceutiques et des gens de la tech, voilà, qui sont un peu les Indiens présents sur le territoire français qui ont investi. Très peu d'ailleurs dans votre secteur agroalimentaire. On n'arrive pas à attirer les Indiens sur le marché français. Il y en a très peu qui se sont installés, à part une start-up là, qui vient de démarrer à Rungis, qui a racheté une société à Rungis dans le domaine du frais, du poisson exactement, et des fruits de mer, ce qui est un peu étonnant. Une start-up de Bangalore, voilà, tout ça pour montrer qu'eux aussi ont des velléités de rentrer sur le marché français. Et on a le programme VIE, puisque vous êtes tous les deux, Novacell et Andros, implantés en Inde, donc vous savez que vous pouvez avoir des VIE. On en a 75 en Inde. C'est une solution qui est vraiment efficace, et je dois dire que la qualité des jeunes talents français, alors eux ils restent 2 ans, hein, et je peux vous dire qu'en général ils essaient même de rester au-delà des 2 ans. La qualité de ces profils-là est très intéressante, et ça vous met un pied dans l'usine, dans le bureau de liaison, dans le service center, je dirais un lien avec la France en ayant un Français sur place. Voilà, ne jamais laisser une filiale entièrement avec du personnel 100% indien. On a pu voir que certaines PME, ETI avaient eu des mauvaises surprises dans la gestion de leur filiale et avaient du mal à s'en rendre compte. Voilà. Donc le VIE, c'est pas un espion, mais si vous n'avez pas de CFO qui en général le choix que font les grands groupes de mettre un patron indien, un CFO français, expatrié, le VIE peut aussi jouer ce rôle-là pour vous. Et puis c'est bien, ça montre aussi au reste du staff indien l'identité française de l'entreprise. Voilà, nous sommes donc, je l'ai dit, sur 4 bureaux. Donc, moi, je suis à Delhi, on a Mumbai, Bangalore et Chennai. Et je vais vous parler après de la présence française. Donc, l'Inde, en quelques chiffres, voilà, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un pays énorme. On peut rentrer les 27 États européens dans la carte de l'Inde. C'est aujourd'hui la 5e puissance. Ils sont devant nous, ils sont devant leurs anciens colonisateurs, les Britanniques, en termes de PIB, et ils ont l'objectif, et ils vont l'atteindre, d'être la 3e puissance économique derrière les États-Unis et la Chine à horizon 2030-2035, avec un taux de croissance de 7%. Et ça, je pense que c'est quand même un point pour ceux qui s'interrogent, malgré les difficultés qu'on peut avoir sur le marché indien. Je pense que il n'y a pas beaucoup de pays qui ont 7% de croissance en moyenne. Alors ça, c'est les 7% l'année dernière, mais c'était les années précédentes. Il y a eu un petit slowdown en période de Covid, comme tout le monde, mais c'est aussi les prévisions à venir qui tablent sur ces croissances-là, et c'est comme ça qu'ils se voient à la 3e place. Donc je disais 1,4 milliard d'habitants, ce n'est pas 1,4 milliard de consommateurs, sauf si vous fabriquez des stylos Bic à 10 roupies ou des portions de vache qui rit à 10 roupies, puisqu'on a le cas. Là, vous pouvez atteindre une large partie de la population et des consommateurs. Autrement, ce que je disais tout à l'heure à Andros, qui est vrai pour tout le monde, ceux qui sont dans les biens de consommation, on parlait de petits électroménagers, de décoration, donc on est plutôt sur une classe moyenne de 400 millions d'habitants et des consommateurs intéressés par des marques étrangères qu'on réduit à 100 millions d'habitants, ce qui ne fait pas beaucoup par rapport à 1,4 milliard. Voilà, c'est une population qui est très jeune, très connectée, je vous le montrerai après. Plus grande démocratie du monde, même si aujourd'hui on est en période électorale et que la presse étrangère et notamment française remettent un peu en doute cet esprit démocratique par rapport à des déclarations du Premier ministre. Donc certains voient un peu un durcissement du régime. Je dois dire que
diriger 1,4 milliard d'Indiens, quand on parle de l'usine de Maminova à Mumbai, je ne sais pas combien vous avez d'employés, mais quand vous devez être à la tête de l'État avec autant d'habitants, je ne sais pas si c'est aussi facile que ça de gérer tout ce monde-là de manière aussi démocratique que chez nous. Voilà. Et l'implantation française n'est pas mauvaise. On fait partie, si on enlève tous les paradis fiscaux qui sont devant nous dans les classements des investisseurs étrangers en Inde, je pense au Luxembourg, à l'île Maurice ou à Singapour. On est quand même quasiment quatrième investisseur étranger en Inde, quatrième de l'OCDE. Donc on n'a pas à rougir, au contraire, de l'implantation française. Voilà, donc ça, c'est d'autres chiffres sur la taux de croissance. Il n'est pas bon d'ailleurs, et on est plutôt à 7 qu'à 6,6. Consommateurs, je vous en ai parlé. Un réservoir de talents, mais alors c'est plutôt des talents de tech. L'Inde est quand même connue pour son activité de... Alors c'est un peu ambigu d'ailleurs. L'Inde est connue pour son activité de service, en particulier de la tech, avec la data la moins chère du monde et des grands groupes qui font beaucoup de sous-traitance en Inde. L'Inde se définit comme Office of the World, c'est-à-dire un peu le bureau du monde, de la main-d'œuvre pas chère et plutôt bien formée, à tel point qu'on en importe en France dans les domaines de l'informatique et de la data. Et du coup, c'est moins vrai dans le domaine industriel. Les talents dans l'industrie sont un peu plus difficiles à trouver, mais dans la tech, c'est un peu ce qui fait la force de l'Inde aujourd'hui, c'est sa puissance dans le domaine des services et de la tech. Et je disais ambigu parce que autant ils sont bons dans les services, autant les services ne sont pas bons, puisque vous parliez... monsieur, pour Novacell d'ouvrir un service center. Moi, je trouve qu'en Inde, la notion de service n'existe pas, ou en tout cas, elle est très mauvaise, y compris, je prends juste le cas de l'automobile, il y a beaucoup de grandes marques internationales qui sont ici, commencer par celle qui appartient au groupe Tata Jaguar Land Rover, qui ont un service de très mauvaise qualité et qui savent tout simplement pas entretenir un véhicule de la marque. Donc, je veux dire par là que une entreprise étrangère pour un peu faire la différence ici avec un bon service après-vente, un bon service center, quelque chose qui arrive un peu avec des méthodes françaises, vous ferez la différence tout simplement parce que l'Indien, il s'en fout un peu d'avoir un bon service une fois qu'il a vendu le produit. Ce qui l'intéresse, c'est de vendre. C'est pas grave s'il ne revend pas après. Et c'est surtout qu'il y a quand même une certaine habitude, on le voit dans la construction par exemple, dans la décoration ou autre, voilà, où c'est pas toujours bien fini, mais c'est pas grave, ou pas toujours bien peint parce qu'on le refait l'année d'après. Et ils ont un peu cette habitude de refaire ou de racheter une fois que ça marche plus. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence sur une implantation en Inde et une relation avec le consommateur, c'est la qualité du service que vous pouvez, du service après-vente, fournir soit à un industriel, soit à un consommateur. Voilà, les relations bilatérales, elles sont intenses, en particulier avec la France. Alors, on a fêté les 75 ans d'indépendance indienne. Ils ont eu la présidence du G20 en 2023, qui a un peu mis l'Inde sur la scène internationale, en plus des conflits mondiaux qu'on connaît, où l'Inde voilà, se positionne sur quelqu'un qui dialogue avec tout le monde, y compris avec les Russes, et ils en profitent d'ailleurs pas mal sur la partie pétrole, on le verra tout à l'heure. Et avec la France, et 25 ans de partenariat stratégique qui ont été fêtés l'année dernière aussi, avec la venue du Premier ministre Modi le 14 juillet à Paris pour le défilé des Champs-Élysées, et un partenariat qui a été renouvelé jusqu'en 2047, où la France, on n'est pas les seuls, a choisi l'Inde dans cette région Indo-Pacifique comme le partenaire sur lequel on se base, voilà, parce qu'on a aussi des intérêts dans cette zone Indo-Pacifique et parce qu'on croit au marché indien, et on a un président de la République qui est très très proche du Premier ministre indien
et qui se parlent très souvent sur des sujets globaux en lien avec l'état de la planète, mais également sur la relation bilatérale et sur pas mal de secteurs économiques où on a des partenariats bilatéraux forts, que ce soit dans le spatial. On a fêté les 60 ans de la relation entre le CNES et l'ISRO, qui est l'agence spatiale indienne, que ce soit dans l'aéronautique, où Airbus a encore engrangé une commande il y a 10 jours avec Indigo sur des longs courriers à 350. Ça reste le premier client quasiment privé d'Airbus dans le monde. Il est indien, c'est Indigo. On a des partenariats dans la cybersécurité. Voilà, tout ça pour dire que la France met le paquet au niveau diplomatique en Inde et ça doit servir les entreprises. La présence française, donc on est à peu près autour de 800 entreprises françaises. Il y a quasiment tout le CAC 40. Il y a eu quelques déboires, je parlais de Danone tout à l'heure, mais ceux qui sont dans la construction, je pense à Vinci ou Bouygues, etc., c'est des sociétés qui n'ont pas réussi à rentrer sur le marché indien, de même que les grands de la distribution, Carrefour, Auchan, des gens comme ça, qui ne sont pas du tout implantés en Inde. Le seul de la distribution moderne qu'on ait sur le marché indien, c'est Decathlon. Decathlon qui a une belle performance en Inde. Voilà, on a 1% de part de marché, mais c'est pas vraiment une part de marché, c'est 1% des importations indiennes proviennent de France. Donc on est leur 24e fournisseur. 17e client. L'an dernier, depuis les sanctions ukrainiennes, on a sur la Russie, on a fortement augmenté notre déficit commercial avec l'Inde, tout simplement parce qu'on leur achète du gasoil, du kérosène et du gazole transformé, raffiné en Inde, mais qui provient de Russie, et ça a un peu alourdi notre balance commerciale de plusieurs milliards d'euros et donc aggravé notre déficit commercial. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur l'exercice 2023, nos exportations ont augmenté. Je crois que c'était à peu près de 18%. C'est surtout l'aéronautique. Hein, je dirais que 50% des exportations françaises en Inde, c'est de l'aéronautique. Ensuite, on a pas mal, tout l'équipement industriel, c'est quelque chose qui marche bien. Dans la chimie aussi, dans la pharma. Les Indiens sont les spécialistes du générique, mais que du générique. Donc les médicaments de spécialité, tout l'équipement médical hospitalier est importé quasiment. Voilà, et nous sommes donc bien classés aussi en termes d'investissement. Donc 11e, et ça c'est le 11e si on n'enlève pas les pays où transite l'argent, mais qui ne sont pas les investisseurs directs. Voilà, donc vous voyez donc la principale, peut-être pour répondre à Novacell, principale implantation française, ça reste le Maharashtra, hein, là où il y a aussi Andros avec Maminova. Delhi est en deuxième position. Bangalore se développe bien, et il ne faut pas voir Bangalore comme uniquement la Silicon Valley de l'Inde en pensant qu'il n'y a que de la tech. Il y a aussi des industriels dans l'aéronautique qui se sont implantés. Il y a Airbus, je crois qu'il y a Safran, enfin on a d'autres industriels qui sont à Bangalore. Chennai, moi je trouve que Chennai c'est finalement donc le Tamil Nadu, un État qui continue à attirer les industriels. C'est là où vous trouvez toute l'industrie automobile, en particulier les usines Citroën, les usines Renault. Il y a Valeo, il y a d'autres grands acteurs industriels français qui sont là. Et la ville à la mode qui attire beaucoup et qui est certainement la plus efficace pour un investisseur étranger en termes administratif, voire de corruption. Enfin de lutte contre la corruption. C'est le Telangana avec la ville d'Hyderabad qui sort un peu du lot, où la France vient d'ouvrir un bureau de France qui est une annexe du consulat. Voilà, c'est à mon avis un État considéré. On trouve de la main-d'œuvre formée, c'est très dynamique et c'est un peu la ville qui attire tous les regards depuis 2-3 ans et d'ailleurs, les Américains, les GAFA investissent à Hyderabad. C'est un peu, je dirais, le nouveau Bangalore, mais qui est autant industriel que tech.
le groupe Atlantique, pour ceux qui sont équipés des chauffe-eau du groupe Atlantique, vous devez connaître la marque, ils viennent d'ouvrir une JV à Hyderabad avec un partenaire indien qui me disait que voilà, dans le choix de cet État-là, c'est parce qu'il y avait justement un bon accompagnement des autorités locales et très peu de corruption. Voilà, le Maharashtra, j'inclus, on aurait pu l'écrire, c'est Bombay et Pune. Pune, c'est aussi une ville, sur le plan industriel, où vous trouvez beaucoup de Français, notamment dans le secteur automobile. Vous avez pratiquement tous les équipementiers français qui sont à Pune. Il y a Michelin, il y a Ford Evia, il doit y avoir du Valeo, il y a Raymond, etc. Donc c'est aussi une cité industrielle qui se développe pas mal et qui est assez intéressante à regarder pour se développer aussi, mais c'est très industriel pour le coup. Voilà, focus sectoriel, bon, je sais pas trop, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là, mais vous voyez que tous ces marchés sont en forte croissance, que ce soit la mode et produits de luxe, je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement intérieur. On vient de faire une très belle expo sur l'art de vivre à la française, où on a amené 30 marques françaises, et ça se développe très bien. Il y a pas mal d'électroménagers, je pense au groupe Seb, Tefal qui est en Inde, on a des boîtes comme Le Creuset, on a tout le luxe français de la maison est installé sur le marché indien. Donc ça répond, c'est un marché qui a eu du mal à démarrer, mais qui est en train aujourd'hui de demander un peu des nouveautés et des produits importés. Cosmétiques, ça cartonne. Surtout des marques étrangères et le label France. Le label France, d'une manière générale, le meilleur porte-drapeau de la technologie française, c'est le Rafale. Il est connu de tous les Indiens et c'est un peu un symbole de technologie française qui est assez reconnu. Et je trouve que le Made in France ou la marque France ou le mot Paris pour ceux qui sont dans les parfums et la cosmétique, ça a un certain impact. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en tout cas en Inde. J'ai même vu des industriels dans l'agroalimentaire, par exemple, mettre le petit drapeau français et avoir un bon retour de la part des consommateurs qui comprennent que c'est fabriqué en France et qui valorisent le Made in France. Voilà, Même la Tour secteur Eiffel, pharma. hein. Pardon? Même la Tour Eiffel, à des moments, mais même la Tour Eiffel pour montrer qu'on est français. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne dirais pas ça dans tous les pays, mais je trouve qu'en Inde, ça marche, ouais. Ça fonctionne. Voilà, secteur santé qui se développe énormément, surtout le secteur hospitalier qui était très peu taxé à l'entrée. Donc, c'est un des rares secteurs où on peut importer sans trop payer de droits de douane. Voilà, et puis, population qui se soigne de plus en plus, donc les besoins sont énormes. Voilà, ça c'est c'est un petit clin d'œil sur les ultra riches, hein. L'Inde, c'est quand même un pays avec une différence sociale énorme. Enfin, c'est pas un pays de caste pour rien, mais vous avez aujourd'hui un nombre d'ultra riches. Quand je dis ultra riches, c'est multi-milliardaires qui sont très bling bling en général et qui dépensent beaucoup d'argent et ça gêne personne. Enfin, ce qu'on ne pourrait pas faire chez nous, ici, c'est totalement accepté par la population qui considère qu'on peut être très riche et le montrer voilà, et que ça bénéficie au reste de la population de manière plus ou moins égale. C'est pas un problème, c'est accepté. Voilà. Et cette classe-là, c'est quand même, moi je vois des marques françaises qui ont quand même des marchés énormes sur cette clientèle-là voilà, qui est vraiment en haut de la pyramide sociale. Le retail et le e-commerce, je trouve que le e-commerce est en train de se développer énormément. Donc c'est un pays de retail, il y a des centres commerciaux qui poussent un peu partout, dans les villes principales, dans les villes de rang 2 ou 3. Mais le e-commerce en parallèle se développe énormément et c'est vraiment... alors là, du coup, il y a une qualité de service à domicile, livraison à domicile qui est plutôt efficace. Hein, on peut se faire livrer n'importe quoi en Inde, sur n'importe quelle appli, même un café. Voilà, ça arrive assez vite et ils sont très très efficaces sur les livraisons à domicile. Et ça marche plutôt bien. Quel que soit le secteur, il y a toutes les pharmacies qui sont connectées sur des plateformes e-commerce. On peut vraiment tout acheter sur ces plateformes-là.
Voilà, vous avez peut-être vu à l'occasion du voyage de Macron en Inde en janvier, donc il y a eu une petite démonstration avec de la technologie française de FinTech. Il y a un processus de paiement en ligne sur le téléphone qui a permis au Premier ministre Modi d'acheter son ticket pour la Tour Eiffel. Donc ça, c'est aussi des solutions avec de la techno française, mais où les Indiens se développe énormément. L'Indien, il vit avec son téléphone et il fait tout pour son téléphone. L'expatrié que je suis aussi, à tel point quand on va en France, on est un peu frustré du manque de modernité de certaines de nos banques et des moyens de paiement qu'on a encore en France. Voilà, les Indiens sont très très modernes sur tout ce qui est paiement. Je parle du consommateur, hein, ça allait un peu moins au niveau B2B. Euh, voilà, et par tout ce qui est tech, bien évidemment, avec une population en croissance, une forte, très jeune, beaucoup de demandes en termes de formation. Un pays fortement digitalisé, ça je vous l'ai dit aussi, donc vous voyez les chiffres, que ce soit en nombre d'abonnements mobiles, d'adaptations fintech, de cyberacheteurs, de réseaux sociaux. L'impact sur les réseaux sociaux des marques, je pense à Andros Maminova, ça peut être phénoménal. Bon, je dirais comme il y a beaucoup de pays où c'est le cas, mais peut-être comme en Chine, les réseaux sociaux pour les marques qui vendent directement aux consommateurs sont quand même un moyen de faire de la pub particulièrement efficace. Euh, voilà. Et puis, ça aussi, dans le cadre de vos développements, les écosystèmes de start-up en Inde sont quand même très valorisés. Je vois les grands groupes français qui regardent aussi dans quoi ils peuvent investir en Inde dans certaines start-up. Voilà, ils sont assez dynamiques, ils sont assez créatifs. On a un peu cette image de l'Inde qui n'est pas innovante, moi je trouve pas. C'est vrai qu'ils viennent chercher les technos, comme ont fait les Chinois il y a 20 ans en France ou en Europe pour construire leurs avions, leurs hélicoptères, etc., ou leurs sous-marins. Mais je trouve qu'il y a des startups particulièrement innovantes dans pas mal de secteurs d'activité qui méritent d'être regardées, voire de collaborer ou de prendre des participations dans ces petites sociétés et qui restent ouvertes, hein. Vous voyez, donc c'est le troisième plus grand écosystème mondial de start-up avec des croissances assez phénoménales. Ça, c'est une slide de Invest India. Invest India, pour ceux qui sont déjà implantés en Inde, c'est un peu l'homologue de Business France sur la partie investissement. Donc, Invest India peut être aussi un facilitateur et on peut vous mettre en relation avec eux. Ils ont des experts sectoriels, un facilitateur pour des démarches administratives ou d'investissement ou d'extension de sites industriels avec les États fédérés où ils ont des correspondants. Voilà, ils peuvent aider à solutionner quelques problèmes. Et ils dépendent du ministère du Commerce et de l'Industrie indien. Voilà, talents à profusion, je l'ai dit, c'est des talents, mais qui sont ultra formés dans tout ce qui est data, big data, cloud, sécurité informatique, blockchain, AI, alors tout ce que vous pouvez, je ne devrais pas le dire, mais il y a quand même pas mal d'entreprises françaises qui font faire pas mal de choses dans la tech en Inde pour leurs services globaux, souvent à Bangalore d'ailleurs. C'est les banquiers, bien évidemment, que ce soit Société Générale, BNP Paribas, ils ont tous des service centers ou des call centers, enfin du développement informatique en Inde. Et on le voit aussi chez certains industriels, notamment ceux qui doivent donner un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fuseau horaire indien étant un peu bizarre, puisqu'il a sa demi-heure, il peut parfois être un relais intéressant pour offrir un service à tous vos clients dans le monde. Et pas mal d'entreprises, qu'elles soient américaines ou européennes, utilisent de plus en plus l'Inde comme un relais de service à distance. Voilà, dans l'industrie, ce qui se développe beaucoup, alors le gros bémol indien, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, c'est quand même la logistique, hein. Ils sont très très en retard par rapport à la Chine, que ce soit sur tout ce qui est maritime, portuaire. Quand vous envoyez des containers
au-delà du problème du canal de Suez aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de problèmes de rupture de charge. On décharge au Sri Lanka pour recharger sur un autre bateau plus petit pour arriver en Inde, c'est souvent le cas. Voilà, et des ports qui se sont modernisés, mais qui restent encore très loin de ce qu'on peut voir dans le reste de l'Asie. La route, c'est un des pays asiatiques où on roule, où les marchandises, notamment par camion, roulent très lentement. Même si l'Inde a beaucoup investi dans des super autoroutes, dans des centres de logistique, etc., ça reste quand même un gros frein, que ce soit à l'export comme à l'import, pour distribuer vos marchandises ou sourcer des marchandises en Inde, avec un coût au final qui est pas négligeable. Voilà, même si on a des boîtes comme FM Logistique, j'en fais la pub parce que c'est une très belle ETI française qui se développe pas mal dans la logistique et qui a des facilités justement d'entreposage qui se développe un peu partout en Inde, qui est assez intéressante. L'aéronautique, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est un marché qui se développe énormément, 3e marché mondial. Le spatial, qui est le nouveau secteur où les entreprises françaises sont en train de se renforcer. Et l'énergie, voilà, énergie renouvelable, nucléaire aussi, mais on attend toujours une commande pour la France. Ça fait 15 ans de négociations qui n'ont toujours pas abouti. On ne sait même pas si ça aboutira d'ailleurs. En revanche, plus d'investissements français, que ce soit Total Énergie, EDF ou des ETI françaises dans le solaire et dans l'éolien. Voilà, ça c'est un peu le développement des infrastructures. Alors ça c'est vu par notre homologue Investindia, donc ils montrent toujours des slides hyper valorisants, mais c'est vrai que le gouvernement actuel a beaucoup fait pour améliorer le réseau ferroviaire qui est énorme, et où Alstom c'est bien positionné, de même que toutes les ingénieries françaises du secteur ferroviaire. Autoroutier, je l'ai dit, voilà, ils ont un réseau qui est immense, mais en même temps qui n'est pas non plus hyper moderne, même s'il y a eu pas mal d'investissements. Et voilà, des croissances très fortes à horizon 2047, que ce soit pour la partie portuaire ou aviation, parce qu'ils voient que la demande est là et qu'il faut servir la population et les entreprises. Voilà, le Make in India, alors pour ceux qui sont en Inde, vous connaissez cette obligation, hein, c'est un peu une mesure protectionniste finalement, c'est voilà, indianiser au maximum, c'est attraper la technologie étrangère fabriquée en Inde voilà, et développer une industrie locale pour contrebalancer le poids énorme des services dans l'économie indienne. Voilà, ce qui est favorable à l'industrie européenne de la machine-outil, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'industriels indiens, quels que soient les secteurs d'activité, qui achetaient beaucoup en Chine de machines. Hein. Vous avez des usines qui sont encore aujourd'hui entièrement équipées de machines chinoises, plutôt moyenne gamme. Et on voit une certaine prise de conscience de la part des industriels indiens de la nécessité d'acheter quelque chose peut-être de plus cher qui durera plus longtemps, même si ce n'est pas dans leur culture, à un prix plus élevé. Donc, on va aller chercher de la machine-outil en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France, en Italie. Voilà. Et ce secteur industriel, c'est là où il y a... on a fait une mission récemment avec BPI, on avait pas mal de fournisseurs industriels français. C'est un secteur qui est plutôt porteur. L'agroalimentaire, je crois que c'est ma dernière slide sectorielle. Donc là aussi, il faut quand même nourrir 1,4 milliard d'habitants. Donc agriculture et élevage qui se développent énormément. Tout ce qui est engrais et intrants dans l'agriculture également. On a pas mal de sociétés françaises qui se développent ici. Vous voyez, Soufflé, Dreyfus, Limagrain. Il y en a d'autres dans les matières premières qui sont là aussi. Je pense à Manet, je pense à des boîtes comme ça sur les ingrédients qui se sont bien implantés en Inde.
Vin et spiritueux, c'est un secteur qui est lourdement taxé, 150%, tout ce qui est alcool, Calvados, tout ce que vous pouvez exporter en termes d'alcool depuis la France est lourdement taxé en Inde, mais c'est un marché qui prend de l'ampleur et qui nous achète des vins et des spiritueux de plus en plus chers. Donc voilà, là, ils ont compris que ils font la différence entre un Bordeaux à 4 euros et une belle bouteille beaucoup plus chère. Là aussi, il y a une éducation qui s'est faite progressivement de la part de consommateurs, mais qui reste quand même très limitée. Ils ont des productions, il y a 4 producteurs de vin et champagne, enfin pas de champagne, de 4 producteurs de vin et mousseux en Inde. Le mousseux étant celui de Chandon du groupe Moet Hennessy. Et on a 3 producteurs de vin indiens, dont un appartient à un investisseur français. Voilà, et en agroalimentaire, là aussi, voilà, c'est en forte croissance. Quand on voit la taille des salons indiens, que ce soit le Sial ou Ahar, dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même des salons qui sont en forte croissance et on voit de plus en plus, alors forcément de marques indiennes, mais de marques étrangères aussi, et d'importateurs assez efficaces. Voilà, quelques idées de marques qui sont ici. On aurait pu rajouter, ah ben si, Andros, Maminova. Vous êtes là aussi. Voilà, et quelques success stories. Donc, ça fait partie des boîtes françaises qu'on accompagne et qui se sont développées en Inde ou des Indiens qu'on a accompagnés récemment qui se sont développés en France. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. C'était un peu l'idée, c'était de vous dire voilà où on en est. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un marché complexe, difficile d'accès. Mais moi, je vois pas d'industriels français partir. Je vois davantage d'entreprises arriver. Et celles qui ont bien compris comment ça fonctionnait tirent quand même leur épingle du jeu. Sachant que j'en vois d'autres qui sont là depuis 10 ans, qui n'ont toujours pas qui n'ont toujours pas rentabilisé leur investissement au bout de 10 ans, mais qui ne partent pas non plus parce que voilà, ils savent que c'est un marché qu'il faut aborder sur la durée, qui est très long à démarrer. Voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions ou un commentaire. Alors Charlie, il a eu l'avantage de travailler pour une boîte de cosmétiques ici en Inde, je disais ça tout à l'heure. Donc, il connaît bien aussi ce marché-là et il est aujourd'hui en région Normandie. Tout à fait. Merci Eric de la présentation. C'est vrai que l'Inde, moi, c'est un pays que j'affectionne tout particulièrement, hein, aussi d'un point de vue personnel. Là, je vais parler pour 2 entreprises qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. L'une est en Roumanie et l'autre en Turquie en déplacement. Et je voudrais en fait avoir un peu ton avis sur le business model et surtout sur la possibilité de travailler en Inde avec la partie Make in India qui peut être un vrai frein pour eux. Il y en a une qui est dans la cybersécurité, une société qui s'appelle Comanche, qui est basée au campus de l'espace à Vernon. Elle est spécialisée dans l'intégration de la sûreté et sécurité. Donc une entreprise qui est certifiée Minarm au ministère des Armées, en collaboration avec Faya et Satelec. Donc, leurs principaux clients, c'est surtout sur des sites industriels en tension, à risque, type aéro, donc on pourrait penser à du Airbus, du Safran, pharma et énergétique. Et ils ont fait récemment l'acquisition aussi d'une technologie pour tout ce qui est infrastructure aéroportuaire. Donc, c'est vraiment dans la dissection de l'intrusion sur de la cybersécurité avec sûreté et sécurité. Alors, donc sur un business model, en fait, c'est que c'est ce qu'ils ont fait sur le Mexique. En fait, ils n'ont pas été directement localement sur place. Ils ont trouvé un partenaire local qui puisse déployer la solution en intégrant cette technologie à leur portefeuille. Mais voilà, pour moi, ça reste un pays intéressant parce qu'ils sont quand même très à cheval sur la cybersécurité. Donc, je voulais avoir ton avis sur cette boîte-là. Si tu pourrais avoir un peu si pour toi ça pourrait être vraiment un obstacle, le Make in India, s'il devrait obligatoirement faire sur place pour pouvoir pénétrer ce marché, ou alors passer par des entreprises françaises type Engie, Thales, qui pourraient être des partenaires, des relais sur place. Bon, ben ça, il faudrait peut-être faire un point conseil avec l'entreprise concernée de manière à ce qu'elle écoute un peu ce qu'on se dit. Mais non, moi, j'exclus pas. Il y a des secteurs qui sont plus difficiles que d'autres. Dans la tech, c'est vrai que les boîtes françaises sont un peu timides sur leur accès au marché indien parce que les Indiens sont quand même très forts.
Mais comme il y a un accord de coopération dans le domaine de la cybersécurité et qu'il y a quand même des enjeux, enfin leur principal voisin et ennemi, ça reste la Chine. Et ils ont quand même des sujets assez sensibles à ce niveau-là ou des choses à protéger. Donc voilà, moi je ne suis pas le spécialiste de la cybersécurité, j'ai une équipe en Inde donc qui est répartie par secteur d'activité. On peut faire un call avec notre responsable tech, voilà, pour répondre plus précisément. Mais sécuriser, s'il s'agit de sécuriser des sites, oui, ça il y a une vraie demande côté industriel français et étranger ici. Voilà, sur le modèle à choisir. Dans ces secteurs-là, à moins d'avoir une technologie que les Indiens n'ont pas, sinon il faut venir. Et des acquisitions ne sont pas exclues. Hein. Moi, j'ai vu quelques ETI françaises depuis que je suis en Inde, ça fait 4 ans que je suis en Inde, arriver en Inde par des acquisitions d'ETI ou d'entreprises plus petites pour s'installer en Inde. Donc, voilà. La JV n'est pas la solution, ça a été la solution pendant un certain temps. La JV, il faut l'envisager dès qu'on démarre une JV, il faut déjà penser à ce qu'on fera quand on se séparera et avoir bien ça en tête, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises françaises coincées au bout de 5-6 ans, voire un peu plus, avec un partenaire qui n'avait plus envie de se développer ou qui avait juste un peu pris la techno et s'avait fait autre chose à côté en 100%. Donc ça aussi, on a eu plusieurs cas et on a quand même plusieurs sociétés qui sont sorties de leur JV, qui ont racheté la part du partenaire ou qui ont fait autre chose à côté. Donc voilà, c'est très difficile de trouver le bon partenaire et de le garder sur de la durée. Le partenaire à l'instant T peut être excellent, mais des fois, il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Je parle un peu de l'expérience qu'on voit de sociétés françaises. Je généralise pas ça à tous les secteurs, mais le 100% aujourd'hui est quand même ce qui est privilégié par beaucoup d'entreprises françaises. Merci Eric. Merci beaucoup à vous, Merci. Eric, et merci à vous tous. Je vais malheureusement devoir vous laisser, donc je vous remercie à nouveau pour cette invitation. Et je pense qu'on ne manquera pour pas de se répondre rencontrer. à votre question sur la localisation du service center, donc j'ai essayé, quand je vous ai dit où était un peu répartie la présence française, de vous dire un peu en fonction des secteurs industriels où il fallait être. Mais je pense que les États du sud de l'Inde, voilà, après vous avez dit qu'il y a quand même ici 2 marchés. Hein. Il y a l'Inde du Nord qui a une configuration particulière autour de Delhi et les États du Nord, Gujarat et Punjab. Et le sud, moi je trouve que voilà, c'est des villes comme Chennai et Hyderabad ne sont pas inintéressantes. C'est quand même des villes ultra connectées en termes aériens. Voilà, donc si vous localisez un service center dans le sud, c'est pas compliqué. Les Indiens font des allers-retours Delhi-Bangalore dans la journée. Le voyage est un peu long, mais ils le font. Donc, voilà, regardez un peu les États qui peuvent vous offrir peut-être des facilités plus que d'autres, voilà, pour vous installer chez eux. Mais le Maharashtra est une très bonne. Le Maharashtra, enfin, traditionnellement, c'est quand même l'État industriel de l'Inde et c'est là où il y a la plus forte présence étrangère et française. Oui, c'est là où on a nos équipes déjà aujourd'hui. Mais par Voilà. contre, à Hyderabad, je connais un peu puisqu'on a un fournisseur partenaire qui travaille là-bas et c'est effectivement une ville assez remarquable en termes d'organisation, de propreté. Moi, c'est vraiment agréable de travailler là-bas. Ouais. Voilà. Si vous avez Très bien. besoin d'un appui à Hyderabad, on a aussi notre partenaire de la Chambre de commerce aussi un bureau. Enfin, on peut vous aiguiller, y compris sur les recrutements. D'accord, mais je m'en souviendrai. Merci beaucoup. Voilà, Bonne je vous en journée prie. à vous tous. Bonne journée. Et tous. Au revoir. Merci. Bonne Monsieur Blavout, journée. on reste Au en revoir. contact. Hein. On reste en revoir. contact, Monsieur Oui. Blavout. Bien sûr. Merci. Merci, Madame Boffice. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.